Grégoire, hein, je suis le président et le cofondateur d'une société qui s'appelle Énergie de Loire. On l'a dit, je ne suis pas du tout tech au départ. Par contre, si j'étais un peu provocateur, je fais un peu de shadow IT depuis que je travaille. Et puis j'ai eu la bonne idée de créer une entreprise un peu avec cet esprit-là. L'idée vraiment, là, c'est de présenter juste nous, comment on a utilisé nos codes dans une entreprise qui n'est pas du tout une entreprise de la tech, une entreprise plutôt du BTP, on verra. Et puis de partager ça et partager un peu ce qu'on a traversé et ce qu'on traverse toujours par rapport au sujet no code. Il y aura 10 minutes, j'ai prévu de laisser du temps pour les questions et les échanges à la fin, parce que c'est vraiment l'objectif. Donc le contexte, on va présenter un peu, juste très succinctement Énergie de Loire et dans le quoi on navigue pour que vous voyez nos problématiques. Énergie de Loire, c'est très simple, c'est un constructeur de centrales photovoltaïques pour les professionnels. On a été créé en 2018. Une centrale photovoltaïque, je pense que les gens commencent à voir ce que c'est. On entend beaucoup parler d'énergie ces derniers temps, donc voilà, c'est des panneaux. C'est une centrale qu'on a fait en Vendée, donc pas loin d'ici. Cette centrale, nous, si on la regarde, on pourrait dire quoi? On pourrait dire c'est 290 panneaux, c'est une semaine de chantier sur place, et c'est 3 installateurs qui sont intervenus. Si on la regarde un peu d'un point de vue process et d'un point de vue data ou échange, d'un point de vue process, on pourrait dire que cette centrale, c'est une centrale sur 200 qu'on a eu cette année-là. Que cette centrale, c'est 2 ans de projet. On a fait qu'une semaine d'installation, on a 2 ans de projet entre les échanges commerciaux, la signature, tout le développement administratif et la construction. C'est 16 sociétés qui sont parties prenantes, donc ça veut dire au-delà de tous les services chez nous, il y a 16 sociétés externes qui interviennent dans le but de construire cette centrale. Donc on voit qu'il y a du monde, il n'y a pas que 3 installateurs à la fin. Et cette centrale, ça a beau être 290 panneaux, à la fin, c'est pour nous, quand on a tout notre process, on génère 500 données pour porter le projet jusqu'à la fin et 250 documents. Alors oui, on est en France, il y a pas mal d'administratifs pour pouvoir construire une centrale. Et après, aussi d'un point de vue qualité, pour notre process ou autre, on génère beaucoup de documents pour suivre ça. Donc ça, c'est un peu le cadre dans lequel on a évolué depuis le départ, qui vous donne peut-être un peu une vision des problématiques qu'il peut y avoir SI ou données derrière Énergie de Loire. Alors l'expérience no-code d'Énergie de Loire, je choisis juste de présenter, très simple, on a 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans avec le no-code au sein d'Énergie de Loire? Quels sont les impacts sur l'organisation, sur la société, etc. Et on présente ça en 5 actes, en refaisant l'histoire, en me disant les 5 étapes un peu avec le no-code. Donc en 2018, on découvre vraiment le no-code et on crée Énergie de Loire. Donc on crée Énergie de Loire, on vient au niveau du problème. Moi je ne suis pas du tout de la tech, je redis. Par contre, j'avais un passif, et un passé plutôt, on dit souvent négatif passif, mais dans les énergies renouvelables, où je savais qu'il y avait un défaut dans les services métiers, une peine qui était souvent générée par des problématiques pour retrouver de la donnée. Alors ça vous paraît évident, je pense, s'il y en a qui sont à la tech, mais dans une boîte qui est jeune, et moi j'ai fait principalement des PME, quand on vous demande un document au bout d'1 an et demi, que le projet n'est pas terminé, qu'on vous dit hey, au fait tu peux me donner ce document, et qu'on sait qu'on l'a fait mais on ne sait pas où il est, bon, ça génère de la frustration pour nous, pour la personne ou pour l'autre personne à qui on demande. Les données entre services sont hyper difficiles à synchroniser. Moi, donc je redis, en PME, ce que j'ai connu, c'était des fichiers Excel qu'on essayait de synchroniser entre services ou pas. Ce qui était hyper compliqué parce que le process global de construire une centrale, c'est le commerce, le développement et la construction. Il y a de l'information qui se suit. Et l'autre point, c'était quand on va avoir une vue d'ensemble, on veut agréger une donnée, par exemple sur la direction gestion d'entreprise, avoir une vue globale, il faut récupérer de la donnée partout, putain, laquelle donnée est bonne quoi. Et ça, c'était vraiment compliqué, ça prenait beaucoup d'énergie pour essayer de récupérer cette information. Et le dernier point qui est très bête, c'est combien de fois j'ai eu des frustrations de la part de clients, vu que le projet dure 2 ans et qu'il y a beaucoup de temps mort. Si vous demandez un permis de construire pour une maison chez vous, vous savez que vous avez 2 mois, nous sur les projets plus gros, c'est 3 mois à attendre où il ne se passe rien. Des fois, le client, il se dit « Putain, qu'est-ce qui se passe? Au fait, il y a la centrale à côté qui est sortie, je ne sais pas où ça en est, moi. » Et donc, il appelle avec cette émotion qu'il a de dire « J'ai pas de nouvelles. Nous, on a fait le job, mais on ne l'a pas informé qu'on a fait le job. » Et donc, ça crée de la frustration parce que lui, il aurait aimé être au courant. Nous, on est frustrés parce qu'on a fait le job et pourquoi il nous rentre un peu dedans. Bon, c'est ces points qu'on a vus et ça venait vraiment d'un point de départ qui était de dire on a une problématique qui est assez générale au départ dans notre métier qui est jeune, le photovoltaïque, de collecte et de partage de l'information. Il se trouve qu'en même temps, j'ai la chance de participer au lancement d'une autre entreprise, une start-up qui est la plus classique, je pense, dans la tech, qui est une plateforme, une société qui s'appelle Capital PV, qui crée des plateformes de génération de leads pour les professionnels dans le photovoltaïque.
Moi, je venais avec mon côté métier, en fait, à apporter. Et cette société elle a été accompagnée par une agence parisienne qui s'appelle Start the Fuck Up, pour dire on va mettre en place une stack no-code pour commencer. Et donc moi là, je teste pour cette société le no-code pour mettre en place et je fais tout de suite le parallèle par rapport à Énergie de Loire. Je me dis putain, c'est génial. Dans Airtable, je vais pouvoir classer mes données, tout le monde va pouvoir avoir accès, et puis après, avec les automatisations, je pourrais partager comme bon me semble à qui je veux dans le futur. Donc j'ai vraiment la chance de découvrir, d'être tombé là par hasard, et d'en même temps avoir le projet Énergie de Loire en parallèle sur lequel je pouvais l'appliquer. Alors on le redit, donc ça je dis, je crois que j'entends beaucoup parler dans les podcasts, c'est vrai qu'on insiste, on a eu la bonne idée au départ, c'était un vecteur de se dire, bon bah nous, c'est quoi notre métier? C'est pas on n'a pas utilisé le no-code pour faire un MVP, pour faire du gros hacking, on l'a utilisé pour notre process interne, donc ça veut dire que moi je l'utilise presque dans la société qu'à partir de la signature d'un projet. Avant on l'utilise quasiment pas, c'est peut-être un défaut, mais on pourrait plus l'utiliser, mais en tout cas c'est surtout après. Et donc là, bon, bah, c'est très simple, mais c'est juste pour insister, bah, le logigramme, on dit c'est quelle action qu'on fait, est-ce qu'elle est en interne, est-ce que c'est un prestataire externe, une partie prenante qui doit la faire, est-ce que c'est une relance que j'ai à effectuer, est-ce que j'ai de l'information à partager, donc on fait un peu toute cette construction de process et de logigramme. Et à partir de là, bah, notre stack, elle est très simple. Quand on aura un ingénieur, c'est très très simple, c'est qu'on dit, bah, on met Airtable, c'est une base de données. La particularité, c'est qu'on l'utilise même, on reviendra comme gestion de projet, hein, gestion documentaire, gestion de projet. Et puis après, ben, on dit on veut partager de l'information, donc on veut Mailjet pour envoyer des mails aux étapes des projets, comme ça un client il est au courant, et que même si on a 200 projets, on ne peut pas tous les appeler tous les 4 matins, au moins il reçoit de l'information pour dire où ça en est, où tu es situé. Mais ce qui est classique, quand on achète sur un truc en ligne, on sait quand on va être livré, etc. Mais bah, nous, dans le BTP, quand on commence, on n'a pas de moyens, ça nous paraît loin d'être capable de faire ça. Et puis après, ben, je mis quand même historiquement nos sites Jotform, mais pour une chose très bête, c'était même pas pour enrichir la base, c'était plus pour générer des PDF précomplétés à l'époque. Donc ça, c'était il y a 5 ans, on découvre ça, et à ce moment-là, ce que je voulais dire pour quelqu'un du métier, donc ça veut dire on n'avait personne de tech et de l'IT à ce moment-là dans la société, ben, quand on accède au no-code par le métier, ça casse une barrière qui est assez forte, qui est celle du dev quand même. S'il y a des devs dans la salle, des fois, ben, on ne sait pas, moi j'ai jamais travaillé avec des devs avant, donc comment on vous parle? On va demander un cahier des charges, je viens juste de lancer la société, le cahier des charges, je ne sais même pas exactement ce que je veux, je vois la problématique, mais je ne sais pas jusqu'où je dois aller, combien ça va me coûter. Là, je suis en train de signer mes projets, mon urgence c'est de signer, c'est pas de dépenser de l'argent. Alors, on pourrait reprendre le truc à l'envers, mais c'est ça qui se passe quand même émotionnellement et qui s'est passé pour moi. Et le no-code a vraiment permis de casser ça, et plus, je dirais que ça a donné de l'énergie, parce que pour les parties métiers, bah en fait, on s'est dit, il y a une peine, il y a une problématique de partage d'informations, tiens, je vais tester ça, tiens, ça fonctionne. Tiens, je vais tester ça, ça fonctionne, et ça impacte tout de suite, avec des choses qui sont très simples, en fait. Hein. Si vous regardez, je pense, d'un point de vue tech, c'est très simple, mais d'un point de vue métier, c'est hyper impactant pour nous. Et l'autre point, voilà, c'est peut-être plus personnel, mais c'est que indirectement, j'ai découvert la base de données. Quoi, hein. Il y a sûrement d'autres choses qui peuvent être faites, mais c'est ça qu'on a découvert et l'intérêt de la base de données. Donc nous, à cette première étape, c'est vraiment le no-code, il a vraiment permis de booster, d'aller très vite, de suivre en fait, la croissance de notre marché. On avait des clients, ça marchait bien sur le terrain. On aurait pu avoir des problèmes liés à la gestion documentaire ou à la partage de l'information, et ça nous a permis de continuer ça et de pousser ça. Après, en 2020, du coup, ben, on grossit un peu, donc on commence à recruter, et en fait, on recrute, et ben, c'est les services métiers qui commencent à s'emparer du no-code. On n'a toujours pas de personnes de l'IT chez nous, on recrute, et puis on a cette culture de dire, bah, nous, on aime bien innover, on aime bien améliorer nos process, et puis tiens, regarde, tu as une stack qui est en place, prends-la, sois libre, zéro limite, et puis développe le nombre d'automatisation possible. Et là, on remet juste la stack, elle a presque pas évolué, mais j'aurais pu mettre les images avant, ce qui s'est passé en 2 ans. Bon, la photo aujourd'hui, pour donner une idée, je sais pas, c'est qu'on a 60 utilisateurs d'Airtable au quotidien. On a 39 bases et 90 000 records. Et après, l'autre point, moi, ce qui m'a toujours surpris quand j'ai refait finalement, il n'y a pas si peu de temps, il y a des enjeux de métriques, on va voir. Bah, aujourd'hui, on a 9000 mails qu'on a envoyés l'année dernière et 350 formulaires. Je ne me rends pas compte si c'est beaucoup, mais c'est juste que moi, quand j'ai lâché le no-code, il y a 2 ans, je devais avoir 20 modèles de formulaires. Donc ça veut dire qu'à un moment-là, j'ai lâché le truc, il y a les services métiers qui l'ont pris, et tout d'un coup, c'est parti bah voilà, plus de x10, hein, x11, x12. Et les formulaires qu'on a sur Jotform, où là maintenant, il y a des formulaires pour venir également enrichir de la donnée, évidemment sur la base, bah, je devais en avoir, si j'en avais une dizaine à l'époque, c'était le bout du monde, et tout d'un coup, on en a 110. Donc là, c'est les services métiers naturellement qui ont pris le sujet du no-code.
et qui l'ont porté seuls. La stack, on verra, elle est très légèrement augmentée. Pour revenir, je ne rentre pas, mais on a rajouté Make pour des questions vraiment, de problématiques techniques avec Zapier ou de facilité de design de l'automation avec Make. Et puis après, on a juste poussé en bas la génération de documents. Ouais, dans les 250 documents que je disais au début, oui, il y a des documents de l'administration, mais je dis il y a des documents aussi que nous on rédige. Comment on gagne du temps à les éditer nous-mêmes? Donc ça, c'est ce qui a été pris. Et l'autre point, c'est dans le partage de l'information, on a commencé à se dire, alors j'ai mis WordPress, c'est pas du code, mais c'est juste qu'on a dit, tiens, il y a nos partenaires, en fait, ils seraient aussi contents qu'on leur donne l'information hyper en amont. Et donc, c'est une chose tout bête, parce que ça paraît très simple, mais l'impact que ça, d'un point de vue métier, est énorme. C'est qu'on a dit, tiens, on va faire une landing page WordPress, un portail partenaire, et dessus, on va leur mettre des iframes Airtable. C'est très con, je pense, pour vous, mais pour la partie métier, les gars étaient dingues, parce qu'on a nos partenaires qui nous disent, mais moi, je peux accéder. D'habitude, on me donne toujours la semaine d'avant, ou des fois le jour même, les données de mon chantier que je dois réaliser. Et là, j'ai en accès en direct, en continu, à toutes les données que je dois faire. Et ça, c'est les services métiers qui l'ont mis en place au fur et à mesure. Et après, on a même eu un effet où c'est nos partenaires qui nous disent, est-ce que je peux interagir avec ça? Alors, le problème de l'iframe, c'est que non, il ne peut pas interagir. Donc pour l'instant, c'est un peu bâtard. Ce qu'on utilisait, c'est d'utiliser Jotform pour créer des boutons et des liens où il venait intégrer de la donnée sur la base. Cette deuxième phase, en fait, ce que je voudrais faire ressortir par rapport à nos codes, alors ça nous a continué à parler d'accélérer. Ce que j'étais surpris, c'est que les services métiers, oui, s'en ont emparé. Et l'autre point, c'est surtout, si on pouvait dire, c'est quand même des profils plutôt juniors. Et le no-code, il a permis une chose dans la société, c'est que des profils juniors ont énormément d'impact. Alors, souvent, dans une boîte, moi je viens plus quand même d'un côté industriel BTP, quand on commence à avoir du management, quand on commence à avoir de l'expertise, on peut prendre des décisions qui ont de l'impact. Et là, on se retrouve avec des profils juniors qui, en utilisant le no-code, vont mettre en place des automations ou améliorer une vue Airtable, etc. Et ça jaillit sur tout le service, à toute la société. Donc en termes d'impact dans la société, je pense de reconnaissance du travail qui est fait pour les équipes, ça va vachement porter. Je l'ai dit un peu avant, le no-code, ça a accentué nos partenariats. Information dispo tout le temps, partout. Se concentrer sur le fait de faire les cas particuliers. C'est ça la valeur qu'on voulait, de manière générale. L'IT, c'était de dire, oui, on veut réduire des tâches sans valeur, ce qu'on juge sans valeur ajoutée, ce que je voyais également avant, et enlever les tâches répétitives, et pour avoir plus de temps sur les cas particuliers, sur là où il faut du temps humain, il faut de l'échange, etc. Donc ce que je mets, pour nous, ça a été vraiment un vecteur d'innovation globale, parce que vu qu'on ne l'a pas bridé, ça a été utilisé partout, par les services métiers, qu'on fait leurs petites applications à tous ces endroits. Alors j'ai mis à condition que la culture d'entreprise soit fertile à son développement. Vous avez compris, nous, je crois qu'on aime bien quand même que tous les profils chez nous innovent, utilisent les outils, et puis on leur fait confiance, et donc ça a vraiment pris. En 2022, on a quelques limites à la créativité débridée. Alors, ceux qui sont un peu dans les bases de données ne seront pas étonnés, mais on a quelques limites qui sont apparues. Alors la première, qui n'est même pas liée à une base de données, c'est que en 2018, on était 2, j'ai mis 2020, on est 8, là maintenant on est 63. Forcément, déjà structurellement, l'utilisation, je pense, du no-code dans une TPE ou une start-up et l'utilisation du no-code dans une PME, qui tend vers aller vers une ETI, c'est pas la même chose, parce qu'il y a plus de monde, l'inertie, elle est beaucoup plus grande. L'inertie dans quoi? Oui, dans la prise de décision, mais également dans l'impact de la mise en place d'une automation. Avant, on est 4, l'automation est bug, ok, ça impacte 3 clients qui reçoivent un mail automatique. Maintenant, pendant une semaine, je dis une connerie, c'est un ordre de grandeur, il y a peut-être 15 mails, 20 mails, 30 mails qui partent en automatique ou plus, donc les impacts sont plus lourds. La charge des métiers a augmenté, on a utilisé, les services métiers ont porté le no-code, top. En phase TPE, start-up, on est quand même dans une phase où il faut construire les choses. Donc on n'est pas encore dans le fait de délivrer des centrales photovoltaïques, nous, pas de la tech. Et sauf qu'aujourd'hui, à 60, maintenant, ça marche bien, l'énergie de Loire en termes de construction. Il y a des enjeux de dire non, il faut construire. Donc, les services métiers se trouvent pris par le volume en fait, de projets à construire de centrales photovoltaïques et ont moins de temps pour la partie tech. Et après, le pourcentage de nos codeurs a diminué dans la société. L'autre point, évidemment, on atteint les premières limites techniques d'Airtable. Nous, les limites qu'on a atteintes et qu'on a tambourinées plusieurs fois, c'est la limite qu'on est dedans en ce moment, de 500 champs sur une table.
Et alors là, ce que je mettais, hein, c'est une particularité d'Airtable, mais notre table et de notre architecture. La table comporte trop de lookup, il y a trop de données pour retraiter, trop de champs qui servent à retraiter la donnée. Et ça crée des freins aujourd'hui un peu à l'innovation. Et là, on commence à atteindre des limites de nombre de vues dans la société. Airtable, le sujet qu'on se pose chez nous, c'est que c'est un outil de gestion de projet, finalement, on l'utilise partout, c'est presque un ERP, on l'a utilisé partout, sans trop se poser la question de dire on veut faire un ERP, ça s'est fait un peu par petites itérations, et à la fin ça devient un ERP. Et Airtable, aujourd'hui, on l'utilise comme base de données, comme back-end et comme front-end, si on caricature, et donc ça cause quelques problématiques aujourd'hui. L'autre point, c'est qu'on a atteint des limites organisationnelles. Je disais un peu au début, moi j'aimais bien faire le Shadow IT parce que, alors je disais en caricaturant, mais à l'époque quand je faisais, c'était des fichiers Excel dans mon service qui n'étaient pas interconnectés avec les autres et qui servaient au service. Donc ça boostait le service, mais le risque global ici, je pense, était limité. Aujourd'hui, mine de rien, on a des automatisations qui partent aux clients, on a des échanges entre services, des enrichissements de la base de données d'un service vers un autre qui partent d'automation, et on a des difficultés pour savoir, tiens, mais qui a fait l'automatisation? Parce qu'il faudrait trouver le responsable. J'ai pas retenu la phrase d'avant, mais il avait bien dit celui qui produit, c'est celui qui exploite, c'est ça. Donc là, c'est un peu notre défaut, nous, c'est qu'après, on n'avait pas le responsable, pas la vision. Et puis, difficulté d'avoir une vision globale SI, on y reviendra. On était tellement focus et grisé par le fait de dire, tiens, si on fait une automatisation, ça sert à ça et ça nous permet d'être plus vite sur notre cœur de métier qui est la centrale photovoltaïque. On ne s'est jamais posé la question de dire, et au fait, notre vision SI globale, ça commence à donner quoi? C'est quoi nos sujets SI? Vers quoi on va aller? On était très focus fait de produits et côté photovoltaïque. L'autre point, c'est Airtable commence à devenir indigeste. Il est utilisé par tout le monde, hein, aujourd'hui en entreprise, et quotidiennement, c'est pas ponctuellement. Des personnes ont peur de modifier une donnée, pour dire j'ai peur de modifier une donnée brute d'une base de données, j'ai peur de créer une automation qui se déclenche, donc ça peut créer du frein. Et puis évidemment, ça fait écho à la partie début, c'est qu'en plus quand il y a un bug, il y a de l'inertie pour identifier et corriger le bug du fait d'avoir laissé tout faire au départ. Alors quand on arrive là, on est début 2023, on se dit quand même on va construire un service IT. Pour autant, on se dit le no-code n'a pas mal servi. Alors là, l'idée c'est juste de montrer les enjeux d'énergie de Loire. Donc ça, c'est notre chiffre d'affaires. Et quand on augmente, on voit bien qu'on augmente très vite par notre métier. Et on est convaincu que c'est grâce au no-code et grâce à au service métier au départ, on est sur un marché quand même qui est émergent, qu'on permet de porter ça. On a cette conviction-là. Et on se dit, comment demain, on arrive à conserver cette dynamique de développement des services métiers sans avoir tout ce risque et toute cette dérive qu'on a aujourd'hui, qu'on a eu, qu'on a toujours et qu'on du coup on subit par effet d'inertie. Donc là, c'est des questions où on teste un peu. Les questions nous qu'on se dit, c'est qu'on se dit on va structurer un service IT. Donc aujourd'hui, il y a 4 personnes qui sont dans le service IT, avec un lead dev, 2 chargés de dev et un data scientist. Et on se dit, il faut qu'on arrive à avoir sur service, à être garant de l'architecture data et de l'urbanisation. Oui, avant, ce que j'ai dit tout à l'heure, on regardait que notre produit, on n'avait jamais une vision globale de ce qu'on faisait d'un point de vue SI. On avait juste une vision globale de ce que le client recevait et à quoi c'était utile. Mais on oubliait l'impact que ça avait sur la partie SI. Garant du process de développement, quand les services métiers développent, nous, la découverte, elle est assez rapide. On connaît le truc. Alors, la découverte côté métier, la découverte côté produit, en général, on utilise la stack qu'on connaît. On essaye d'aller voir à droite à gauche, mais on va vite sur la stack. Et puis après, on met en prod direct. Et après, pas de documentation, rien. Donc, je vous laisse imaginer les sujets qui sont liés après et comment, du coup, on met en place un process pour habituer tout le monde à dire, OK, faut développer, mais il y a des règles. Je crois qu'il y a potentiellement sur le DevOps et sur le no-code et sur l'Ops, c'est qu'il faut apprendre à faire ce que faisaient les codeurs. Et c'est vrai que c'est nous ce qu'on n'avait pas, et c'est encore plus important, je pense, quand c'est les services métiers qui ont pris le no-code. Il y a beaucoup de gens qui prennent le no-code, qui sont soit issus du code, soit qui sont 100% code. Nous, le cas de figure, c'est des gens du service métier qui ne connaissaient pas forcément la tech, qui ont pris le no-code et qui, du coup, qui n'avaient aucune connaissance sur les règles qui sont, à mon avis, classiques dans la tech. Et puis, le dernier point, c'est comment on a sur la partie IT seulement de l'expertise de Dev IT pour développer des produits IT complexes et exploiter la data.
Alors pourquoi je dis complexe, c'est que je dis souvent, à mon équipe, je serais déçu demain de monter un service IT et que dedans, la majorité des personnes, ce qu'ils font, c'est faire des automations pour envoyer des mails automatiques. Ça ne me semble pas le but d'un service IT. Par contre, on a vraiment des trucs un peu plus complexes que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant qu'on peut utiliser. Et c'est là où on veut aller parce qu'on se rend quand même compte que l'utilisation de la donnée telle qu'on l'a fait et le partage, ça a eu une réelle valeur pour notre entreprise. Et ce qu'on aimerait, c'est que toujours les services métiers soient impliqués. Donc, ce qu'on va tester, c'est on dit on veut des référents IT dans chaque service métier. Dans chaque service métier, et ce qu'on dit là, ce qu'on veut tester, c'est qu'ils aient jusqu'à une journée par semaine détachée à l'IT. Avec double rôle, c'est qu'ils soient la porte d'entrée en fait de la partie IT, avec une réflexion pour dire, je dis dans le sens PO, dans le sens ils font la découverte, ils connaissent, ils échangent avec la partie IT pour prioriser les besoins et puis voir comment faire avancer les solutions. Et puis une partie no-codeur, où là je fais écho à deux choses d'avant, c'est de dire comment les services métiers font toujours un peu de no-code sur les actions simples sur lesquelles ils sont formés. Pourquoi? Pour deux raisons que j'ai dit, c'est que je pense que le no-code, il y a des choses, nous on voit la stack est très simple, donc c'est-à-dire que c'est très puissant, mais techniquement, ce n'est pas forcément complexe sur 80%. Avoir un service IT qui fait que des choses simples, à force on risque de les perdre. Par contre, de l'autre côté, les services métiers, eux, c'est peut-être simple à faire le no-code, même en apprenant, mais eux, ils voient tout de suite le résultat. Donc ça veut dire que, je prends souvent l'exemple qui est très bateau d'envoyer un mail automatique, mais eux, ils voient l'impact que ça a, donc eux, ça les booste, même s'ils en font 4 dans la journée, ils voient tout de suite l'impact que ça a sur le travail de leur service et de leur travail dans les jours qui suivent. Alors je disais un peu l'utopie, j'ai mis un arbre qui me venait, mais c'est de dire, l'enjeu aujourd'hui, nous, c'est que si on devait dire, on avait des branches un peu partout qui partaient dans tous les sens, donc c'est comment on arrive à construire un arbre, un tronc plus important sur la partie IT, avec structurer ce service, et comment on arrive toujours, moi ce que je souhaiterais, à avoir des branches de créativité des services IT et des services métiers, pour pouvoir toujours développer et continuer à grandir et pas s'arrêter là où on est. Et après, j'ai mis le banc, et ça c'est vrai que c'est un autre point, on a beaucoup focalisé sur ceux qui font du no-code dans la boîte ou ceux qui sont dans l'IT, mais il y a des gens qui font aucun des deux, et comment eux, par rapport à ça aussi, ils sont sereins par rapport à notre outil SI. Une fois qu'on est là, là dans lequel on est en ce moment, c'est quand même, on a un gros enjeu finalement d'architecture de base de données, d'urbanisation du SI, et puis après, d'organisation des services IT. Je pourrais dire, s'il y a des gens qui font un peu de no-code, ce que je pourrais conseiller juste, moi j'ai pas eu la vision à l'époque, mais si vous voyez des gens du service métier qui sont un peu grisés par ça, pensez à leur dire, faut que tu aies une vision globale, faut que tu documentes, faut que tu regardes. Je pense que c'est un conseil important à leur dire et qu'il faut pousser, parce qu'à un moment, si vous voulez que le no-code soit assez global dans les sociétés, comme il est chez nous, il faut avoir en tête qu'à un moment, il va y avoir de l'impact si les entreprises n'ont pas cette vision-là, de se dire, ce que tu développes, c'est un SI, et un SI, ça se manage, il y a une stratégie, il faut avoir une réflexion, nous on ne l'avait pas. Donc, je vous encourage à le faire quand vous avez ces sujets-là. Et puis je vous dis rendez-vous en 2024 parce que pour l'instant c'est les sujets du moment. Est-ce que ça va? Quel stack on va prendre? Là c'est les réflexions qu'on a en cours. Comment on va architecturer ça et comment on va organiser le service? On a l'organisation, on a commencé à présenter des bribes, mais c'est notre enjeu de maintenant. Donc j'ai fait court pour laisser des questions. 10 minutes. J'espère qu'il y aura de l'échange, c'était surtout le but. Et pour aller plus loin, donc ce que j'ai dit jusqu'au départ, nous, si on fait le retour un peu d'énergie de Loire sur l'utilisation du no-code, clairement, ça nous a permis d'innover dans le sens de dire on a toujours amélioré nos process tout le temps. Et ça a été lié à la culture et il y a une boucle, ça s'est auto-alimenté entre notre culture et le no-code, qui était de dire comment les services améliorent tout le temps le process. Et ça, on juge c'est une vraie force qu'il y a eu et qu'on souhaite garder. Pour autant, vous avez compris, le conseil qu'on a, c'est quand même de dire à un moment, il faut cadrer, ça semble logique. Et il y a un enjeu entre je pense la phase start-up et la phase PME, où là, il faut prendre conscience de dire que les enjeux ne vont pas être les mêmes et qu'il faut avoir des réflexions sur les datas. Et c'est ce qu'il faut faire, et c'est ce que je referai de manière différente aujourd'hui. Si vous avez des questions pour aller plus loin sur les sujets, c'est le but. Petite dizaine de minutes pour des questions, donc n'hésitez pas. Ouais.
Bonjour, Bonjour. merci pour ce feedback super intéressant. Je suis Philippe Bonnet de Manitou Group. On a lancé aussi une démarche de Citizen IT cette année. Moi, j'ai une question. Tu n'as pas parlé du tout de formation des métiers. Comment tu les accompagnes? Tu es sûr qu'ils font le bon truc, justement, qu'ils vont à la documentation? Voilà, Mais, la formation. non, Manitou, t'es un peu plus gros que nous, on n'est pas très loin à Un petit Candé. On est à Candé, on n'est pas très loin dans ce nid, donc on voit. Et l'enjeu, c'est qu'au départ, justement, c'est ça, c'est que on était vraiment en mode start-up, on est partout, donc on n'a rien cadré et on a considéré que j'ai reproduit un peu ce que j'ai fait, c'est-à-dire ah bah tiens d'aller voir des tutos sur YouTube, ça suffit. Bah non, les tutos ils t'expliquent juste comment faire le truc, t'as pas vu d'autres stacks et puis t'as pas vu une vision globale de l'architecture. Donc en fait c'est les enjeux qu'on a plus maintenant. C'est alors on a commencé un peu à faire les formations et là c'est quelque chose vraiment qu'on pousse. Comment on est tous au même niveau, comment on a les gens qu'on fait monter, etc. Mais ouais là c'est quelque chose qui est là il y a les formations qui sont lancées là-dessus. Mais non, sinon, c'était l'autodidacte pour tout le monde. Merci. De rien. Merci. Je peux? C'est bon? Ça marche pas. Allô? On m'entend? Merci. Ah oui, pardon. Alors. C'est bon? Oui. Moi, j'avais un peu la même question, mais en complément. Oui. Du coup, tu as dit qu'il y avait des personnes qui ne touchaient pas du tout au no-code. Si c'est vraiment le cas, comment vous faites pour insuffler quand même cette culture autour du no-code, même aux personnes qui potentiellement ne l'utilisent pas dans la boîte, et comment c'est transmis pour qu'ils comprennent aussi potentiellement la manière dont c'est utilisé Il y a quand même comment on incarne ça. Alors là, le Énergie de Loire, moi j'étais beaucoup dedans avec mon associé David, lui qui a moins pratiqué le no-code mais qui était quand même convaincu. On a toujours poussé ça. Donc déjà, tu avais la partie direction qui incarnait le sujet et qui poussait ça. Donc c'est beaucoup comme ça qu'on faisait. Puis c'est aussi beaucoup nous on l'utilisait et on poussait. Par contre, on se retrouve quand même, et c'est pertinent, j'en discutais ce midi, avec souvent sur les services support. C'est les services métiers, vraiment, cœur de métier qui sont pris. Les services support ont moins pris le sujet no-code. Et process, les deux sont un peu liés d'ailleurs, enfin, en tout cas chez nous. Et donc du coup, il commence à y avoir un décalage. Et typiquement, moi, à moi regarder, je me dis putain, les process peuvent être optimisés dans un service support. Donc, on a un enjeu à faire embarquer ça et qu'on n'avait pas imaginé. On s'est tellement concentré sur dire faut qu'on délivre du photovoltaïque et la comptabilité va suivre et ça va suivre. Non, la comptabilité maintenant, elle a 3 fois plus de centrales à facturer qu'avant, etc. Donc, faut qu'on aille les aider. Donc, on essaye d'insuffler ça, mais on n'a pas été du tout assez proche des services support, je dirais. Les services métiers, on était très proches, qu'on connaissait ça en fait, on vient des services métiers. J'ai une petite question un peu voyeuriste. C'était quoi le plus gros crash que tu as eu, ou si tu en as eu, qui t'ont donné un petit peu des sueurs froides Je me souviens pas avoir des sueurs froides et énormes, mais c'est peut-être de l'insouciance, donc c'est peut-être pas bon. Non, mais là, typiquement récemment sur les sujets, on a été piraté sur un intranet, mais ça c'est même pas lié au no-code. Les sujets qu'on a, mais qu'on a réguliers, on en discutait. Ce serait intéressant de voir si vous en voyez d'autres, mais moi je vois dans le fil IT de messages qui dit tiens, on n'a plus aucun accord d'urbanisme qui apparaît sur la base. Bon. C'est des choses très bêtes, hein, mais on se dit putain, c'est pas normal. Alors on n'est pas inquiet parce qu'on se dit il y a quelqu'un qui a dû modifier un petit truc, mais indirectement on se dit là c'est ça, mais à un moment ça pourrait être plus grave. J'ai pas de truc, je sais pas si vous avez des choses, vous avez dit on a vraiment. Il y a des collègues qui sont là, c'est pour ça que je pose la question. On n'a pas eu spécialement de gros crash, mais ce qu'on a eu par contre, ça a atteint certaines limites parfois sur Airtable. Tu parlais du nombre de champs, on a aussi eu le problème du nombre d'automatisation qui a été atteint, le nombre d'automatisation maximum, et ça se renouvelle qu'au 31 du mois. Donc nous, on a eu quelques sueurs froides où on a identifié 20-25 automes qui d'un coup tournaient plus, et il fallait bien les faire tourner quand même pour que les process continuent de fonctionner correctement. Après, je crois pas qu'il y ait eu de gros plantages, pas plus que ça, quoi. Moi, j'ai une question, c'est par rapport au fichier Excel Shadow IT, est-ce qu'il est toujours là? Ou est-ce qu'il a disparu au profit? C'est-à-dire que, est-ce que quelque part, ça a réussi à driver les fameux Citizen Maker vers
vers un process qui est, on s'oriente vers l'outil no-code et on arrête de faire des fichiers Excel qui volent. Alors oui, parce que dès le départ, en fait, on était dessus. En fait, le moment où je découvre le no-code, c'est le moment où on va dire c'est 3 mois, 4 mois après Énergie de Loire, et en fait j'ai déjà de la matière, on a déjà signé des projets, et vu que moi ça faisait déjà 7-8 ans que j'étais dans le photovoltaïque, je connaissais le sujet, donc des problèmes métiers, donc on avait déjà pris ça. Par contre, un autre point après, c'est que tu considères que, vu que c'est du no-code et que c'est Citizen Maker, le process et le Shadow IT, il n'y a pas de Shadow IT. Non, mais... ouais, ça pourrait être ça, mais ça pourrait être aussi se dire, du coup, on est drivé quand même vers un processus qui est, alors ça évoque la formation aussi, mais du coup, un processus qui est le no-code, quoi. Oui, alors, mais le point qu'on s'accroche souvent, c'est que oui, on a des freins, mais aujourd'hui, on a toute la donnée, on l'a tout qui est aujourd'hui sur Airtable. On a tout le monde qui est habitué, qui voit l'intérêt de mettre la donnée. Quand je te provoquais, je te disais, mais on a toujours du Shadow IT parce que, pareil, l'IT disait, il y a un tel référent, il fait ses automatisations. Franchement, je ne sais pas comment il les fait ou qu'est-ce qu'il y a, mais si je dois les maintenir, ça va être une horreur. Donc, tu vois, c'est pour ça que te dire, oui, comparativement avant, au moins tout est sur le même outil, on sait que la donnée, elle est là, standardisée. Par contre, d'un point de vue maintenabilité, on a toujours la problématique aujourd'hui de Shadow IT, et qui est l'enjeu de dire comment on forme, comment on met le process en place si on veut que des services métiers prennent ça pour dire ok, tu as le droit de faire ça, mais c'est ça ton périmètre d'intervention et tu suis ce process et tu as un échange de validation avec l'IT à ce moment-là. Et c'est ça qu'on n'a pas fait. Okay. Merci. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Je me posais la question concernant ces outils. Est-ce que les éditeurs vous ont bien accompagné dans la mise en place de ces outils et est-ce que pour d'autres PME, ça ne peut pas être financièrement, est-ce que ça reste accessible? C'est pas une peur de passer à l'acte sur ces outils? Et est-ce que vous n'avez pas peur d'être dépendant ensuite, totalement dépendant et être enfermé dans ces outils? Plusieurs questions à risque en fait. Alors, il neige. Je sais pas ce donc, si j'oublie une question, tu me la redis sur tes plusieurs. Donc aujourd'hui, oui, on est dépendant de ces outils. C'est des questions qu'on va toujours avoir. Après, dans la phase dans laquelle on a plus à gagner à avancer, à gagner à être dépendant qu'à être indépendant, premier point. Et deuxième point, quand je vois des confrères qui sont plus gros que moi et qui on échange, par exemple, qui sont sur SAP ou autres, je les juge pas plus indépendants et par contre plus contraints. Quand on n'est pas, ça c'est une question presque que je proposais, mais j'ai l'impression que quand on n'est pas dans la tech, c'est-à-dire que c'est pas notre cœur de métier, on peut pas avoir une force en termes de dev importante pour dire je vais faire mon propre SI, on est forcément dépendant et en particulier sur le sujet qui concerne des ERP. Ouais, on est dépendant. Donc on espère que Airtable ne va pas se casser la gueule et qu'ils vont réussir à cranter. Financièrement, c'est une vraie question qui revient souvent sur le no-code. Nous, qu'on a moins aujourd'hui, et pourtant, c'est pas qu'on est plus efficient, c'est lié à notre activité. Aujourd'hui, il faut imaginer qu'une centrale photovoltaïque qu'on vend, le panier moyen, c'est 300 000 €. Donc, on n'est pas encore à regarder de dire est-ce que le fait qu'Airtable nous coûte, c'est con ce que je veux dire, mais nous coûte 10 000 ou 20 000 € l'année, en fait, ce qu'il apporte est aujourd'hui plus important. On va commencer à rentrer dans cette démarche-là, dans cette partie efficience, mais aujourd'hui, c'est pas notre enjeu parce que le panier, ce qu'on vend, est important et on peut amortir ces charges-là facilement, aujourd'hui. Par contre, s'ils changent leur pricing, ça peut être un petit sujet. Bonjour, Mickaël. Je suis en train de créer Énergie de Garonne. Et c'est sérieux ou pas? Non. T'as laissé pas les doutes. Un petit suspense. Oui. Non, quels sont les... Si je prends votre exemple et que je me lance avec tous ces outils, quels sont les paliers que tu me conseilles de surveiller pour éviter d'arriver aux difficultés que vous avez pu rencontrer? Quels sont les indicateurs qui font que là, il va falloir penser à faire autrement, va falloir penser à tout de suite avoir de l'IT, ou les PO, ou... Alors ça, je ne saurais pas dire pour IT, PO. Je vais essayer de dire en ressenti, il ne faut pas hésiter à compléter ce que vous pensez, mais à partir du moment où c'est très bête, où on voit des tables qui se créent et qu'on ne sait pas pourquoi,
finalement, je crois que c'est un premier bon indicateur de se dire, tiens, ça veut dire que le process évolue, ou en fait non, le process évolue pas, mais on crée une table SI parce qu'on juge que c'est comme ça qu'il faut le faire, mais c'est pas bon. Donc à partir du moment où on perd l'évolution de son outil SI, qui est plus corrélé au son process et qu'il n'y a personne qui a cette vision globale process IT, cette correspondance-là, et c'est que chaque personne isolément qui le fait, là il y a un sujet. Nous, c'est ce qui s'est passé en fait. Chaque service métier sont ah mais dans cette table, il faudrait que je sorte une table pour la partie Enedis, par exemple, chez nous, Enedis, ok, on crée une table Enedis. Je ne sais pas si c'est intelligent d'avoir créé la table Enedis, je ne suis pas sûr. Et en tout cas, ça n'a été pas un choix qui a été fait d'un point de vue SI. Donc quand il y a une décorrélation, j'ai mis le beau logigramme, enfin le logigramme au début, qui était de dire on fait nos process et on fait la base en face, c'est vraiment ce qu'on a fait au début, ce qui permet de déployer. Et puis tout d'un coup, tu arrêtes de faire des process, les services métiers prennent, ils ne font pas forcément évoluer les process, ils font évoluer l'IT sans regarder les process en face. Ça me semble quelque chose, si je revois ça, à ce moment-là, je dois me dire, là, il y a une dérive forte. Et après, l'autre phase, je pense que c'est, nous, c'était les limites physiques d'Airtable. Je pense que là, on a dit qu'on atteint les 500 champs en 2022, j'ai un peu menti, ce que je veux pas. Dans les faits, on atteint en 2021. Et en 2021, pour la petite anecdote, pourtant, on aurait pu se dire, toujours un peu peur de discuter avec des gens de... J'arrête là. Je finis ma phrase. Discuter des gens dans le conseil et on se dit, tiens, on doit réarticuler la base. Aucun de nous avait fait vraiment de la base de données relationnelle, mais on se dit, bon, on n'est pas con, tiens. On va réfléchir à l'architecture de la base. On a essayé de la refaire nous-mêmes. Bon, voilà, 1 an plus tard, on a le même bordel. Donc finalement, c'est à ce moment-là aussi, il faut être conscient de se dire, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est un problème delivery produit? Il faut avoir une vision globale, c'est un problème SI. Il faut vite comprendre quand ça devient un sujet plus global SI. Je sais pas, mais on en discutera après, avec plaisir. Merci beaucoup Grégoire.